Bonjour à tous de nouveau. Alors, dans cette deuxième partie de l'unité 9, ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la structure du matériau, de quelle façon évolue la microstructure des matériaux lorsqu'ils sont déformés plastiquement. Alors, on va voir ce qui se passe lorsqu'ils sont déformés à chaud et ce qui se passe lorsqu'ils sont déformés à froid. Ce n'est pas les mêmes phénomènes qui sont observés. Et ce n'est pas les mêmes conséquences non plus. Alors, ce qu'on veut voir, en fait, c'est de quelle façon le procédé, à la fois le procédé de déformation plastique, de mise en forme, modifie la microstructure du matériau et, conséquemment, comme la microstructure est modifiée, bien, on va avoir une modification des propriétés aussi. Donc, on va expliquer un peu de quelle façon les propriétés des matériaux vont évoluer à mesure que se poursuit la déformation plastique. Donc, c'est encore une fois le lien entre la microstructure et les propriétés qu'on va regarder dans cette partie de l'unité 9. Bon, tout d'abord, pour définir ce qu'est la mise en forme à chaud et la mise en forme à froid, donc, ce qu'on appelle mise en forme à chaud, le terme qu'on peut utiliser aussi, qu'on utilise souvent, c'est le terme corroyage. Alors, le corroyage, c'est la mise en forme à chaud des alliages métalliques. Alors ça se produit dans un domaine de température lorsque on est à des températures supérieures à 50% de la température de fusion. Donc pour déterminer cette température correspondant à ça, ici il faut prendre évidemment la température de fusion en degrés Kelvin de l'alliage métallique. On fait 50% de cette température et ça correspond à peu près la limite où on observe le phénomène, au-dessus duquel on observe le phénomène de mise en forme à chaud. À ces températures, ce qu'on va observer, donc, c'est des mécanismes d'adoucissement. Alors, ce qu'on appelle adoucissement, en fait, c'est le contraire de durcissement, c'est-à-dire que c'est le contraire de l'écrouissage. Lorsqu'on déforme les matériaux à basse température, on a vu que les déformations, les dislocations se mettent en mouvement, interagissent les unes avec les autres et surtout, ce qui fait qu'on a l'écrouissage, donc une contrainte de plus en plus grande est nécessaire pour poursuivre la déformation plastique, c'est parce que la densité de dislocation augmente. Alors, un mécanisme d'adoucissement, c'est un mécanisme qui a l'effet inverse, c'est-à-dire qui a l'effet d'éliminer des dislocations. Alors, on ne va pas décrire en détail ces mécanismes, mais ce qu'il s'agit de savoir, c'est que ces mécanismes sont activés thermiquement, c'est-à-dire qu'ils se produisent à haute température. Donc, lorsqu'on chauffe le matériau, on active ces phénomènes d'adoucissement qu'on pourrait caractériser par élimination des dislocations. Et donc, il y a plusieurs procédés de mise en forme par déformation plastique à chaud où on profite de ce comportement pour imposer au matériau des grandes déformations. D'abord, le matériau il est plus facile à déformer. Comme il n'y a pas d'écrouissage, on a besoin d'une contrainte constante. On l'a vu dans la première partie de l'unité 9, dans le comportement à chaud, il n'y a pas d'écrouissage. On a un plateau de contrainte, si on veut, en termes de déformation. Et ce plateau-là aussi est plus bas que la limite d'élasticité qu'on a à froid. Donc, ça prend une contrainte plus faible pour déformer les matériaux. Et en plus, comme il n'y a pas d'écrouissage, les matériaux à haute température ont une bien plus grande ductilité. Donc, on peut imposer aux matériaux de plus grandes déformations. Ce qu'on va observer en écrouissage, c'est plutôt le phénomène donc qui caractérise la mise en forme à froid. Là, on n'a pas ce mécanisme d'adoucissement activé thermiquement. Et là, l'écrouissage va mener à un durcissement du matériau, donc augmentation de la densité de dislocation. Donc ça, on a discuté de ça à plusieurs reprises déjà. Et ça, c'est typique du comportement des matériaux à froid. Pour les matériaux à froid, ce que ça veut dire, c'est en dessous de 30% de la température de fusion. Donc, dans des gammes de température comme ça, les mécanismes d'adoucissement qu'on a décrits précédemment ne sont pas présents et donc les dislocations se multiplient et on observe donc une augmentation de la dureté du matériau. Alors, on va faire la déformation à froid dans le but de durcir le matériau. Donc, quand c'est voulu, on va utiliser plutôt les étapes de mise en forme à froid. Ici, les mécanismes qui permettent d'éliminer les dislocations, si on revient à la mise en forme à chaud,
et à cette température de 50% de la température de fusion. Ça, c'est pas étranger à ce qu'on a observé quand on fait un recuit de recristallisation. On se rappelle, on a vu dans les traitements thermiques précédemment que un recuit de recristallisation, ça consiste à éliminer les dislocations dans le matériau, et ça correspond en fait à un traitement d'adoucissement du matériau. Et on a vu que cette température, là, la température où on fait la recristallisation pour un alliage donné, bien, il faut que ça dépasse un certain niveau. Et cette température-là, on va le voir encore un peu plus loin, mais est autour de 50% de la température de fusion. Hein? Donc, évidemment, c'est des phénomènes qui sont reliés ici. Donc, si on remet ça sur un diagramme contrainte-déformation, donc ici, c'est contrainte réelle et déformation réelle, on peut distinguer le comportement donc du matériau à froid. Donc, le matériau à froid, on va avoir un comportement élastique, une limite d'élasticité au-delà de laquelle on va avoir déformation plastique et écrouissage, et éventuellement rupture du matériau. Dans le cas de la mise en forme à chaud, alors on va toujours avoir une certaine quantité de déformation élastique. Lorsqu'on augmente la température, le module Young du matériau a tendance à diminuer légèrement. Donc, ce n'est pas une modification qui est importante, mais qui est quand même notable. Donc, légère diminution du module Young du matériau. Et ce qu'on va observer, donc, c'est le phénomène de, en fait, la proportionnalité de la contrainte à la vitesse de déformation plutôt qu'à la déformation. Donc, on a un plateau ici qui caractérise la mise en forme à chaud. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'ici, sur ce plateau, on n'a pas de écrouissage du matériau. Donc, on compare entre les deux. La première chose qu'on voit, c'est que pour déformer le matériau à chaud, ça prend une contrainte. Il faut dépasser la limite d'élasticité, mais qui est beaucoup plus faible. Donc, la limite d'élasticité du matériau à chaud est plus faible qu'à froid. Donc, le matériau, en principe, il demande une contrainte moins grande pour être déformé. Et on observe aussi que la ductilité, donc la déformation plastique que peut subir le matériau jusqu'à rupture est beaucoup, beaucoup plus grande. Ici, en fait, le graphique pourrait se poursuivre, est beaucoup plus grande que lorsqu'on fait la déformation à froid. Donc, à chaud, on profite de ces conditions pour obtenir de plus grandes déformations plastiques. Alors qu'à froid, le but, c'est pas vraiment de déformer plastiquement, le but, c'est plutôt de durcir le matériau. L'objectif des deux formes de traitement thermique, des deux gammes de température, n'est pas la même. Alors, si on regarde rapidement les avantages et les inconvénients de chacun des modes de déformation à froid et à chaud, donc la contrainte d'écoulement, c'est quand on se met du point de vue de déformation plastique, ça correspond à la contrainte au-dessus de la limite d'élasticité pour déformer le matériau plastiquement. Donc, évidemment, la contrainte d'écoulement est plus grande à froid qu'à chaud. La ductilité du matériau est plus petite en mise en forme à froid, comparée à la mise en forme à chaud. Bien sûr, ça, c'est un des avantages de la mise en forme à froid, ça permet de durcir le matériau, ce qu'on ne peut pas faire à chaud. Par contre, lorsqu'on fait la mise en forme à chaud, il y a des inconvénients aussi. On a un phénomène d'oxydation. Hein, donc, l'oxygène va réagir plus facilement avec le matériau à haute température pour former une couche d'oxyde à la surface, ce qu'on n'a pas à froid. Donc, on a une meilleure qualité de surface en termes chimiques, si on veut, pas d'oxydation lorsqu'on fait la mise en forme à froid. On a un meilleur contrôle dimensionnel aussi. On peut contrôler les dimensions plus facilement, alors qu'à chaud, le but, c'est pas de faire le contrôle dimensionnel. Le but, c'est d'obtenir des grandes déformations plastiques. Et ça, c'est principalement ce qu'on recherche dans la déformation à chaud lorsqu'on considère qu'au départ, on va déformer les matériaux qui proviennent d'une étape de fonderie. On l'a mentionné à la première partie de l'unité 9. Avant de déformer plastiquement les pièces, les composantes qu'on va utiliser, c'est des matériaux qui ont d'abord été élaborés par fonderie. Alors, on l'a vu en fonderie, c'est très, très difficile d'éviter d'avoir de la porosité dans les matériaux. Ça peut être de la porosité associée à des gaz dissous, ce qu'on appelle des soufflures. Ça peut être des porosités associées à des retassures,
donc plutôt macroscopiques, ou des porosités microscopiques interdendritiques. Alors, dans des cas comme ça, ces porosités-là, on sait comment ça peut nuire au niveau des propriétés mécaniques. Et ça, c'est la raison pour laquelle, après avoir obtenu la pièce par fonderie, on va faire une mise en forme à chaud, donc on va appliquer des grandes déformations. Et là, c'est important qu'on ait un certain niveau de déformation plastique assez grand pour être capable de refermer, d'écraser ces défauts qu'on va obtenir, qui découlent des procédés de fonderie. Alors ça, c'est un des plus grands avantages de la mise en forme à chaud, ou ce qu'on appelle le corroyage. Donc le corroyage permet de refermer, d'éliminer une grande partie des défauts qu'on obtient à l'issue de la fonderie, qui est l'étape qui précède. Et ça, c'est la raison pour laquelle toutes les pièces corroyées ont des bien meilleures propriétés mécaniques qu'une pièce qui est brute de fonderie, pour un même alliage, en considérant qu'on utilise le même alliage. Des pièces brutes de fonderie n'ont pas des aussi bonnes propriétés mécaniques. Alors, ça permet de comparer les deux formes de procédés, à chaud et à froid. Et dans les deux cas, les buts recherchés ne sont pas les mêmes, évidemment. Okay? On cherche des buts différents et c'est la raison pour laquelle on va appliquer ces méthodes. Alors, quand on regarde maintenant au niveau des microstructures, qu'est-ce qu'on obtient au niveau de la microstructure? Bien, ici, on montre une structure typique d'un matériau qui a été formé à chaud, donc microstructure de corroyage. Alors, un des indices qui nous permet de voir que ça a été formé à chaud, c'est qu'on obtient, si on regarde en gris ici, on oublie tout ce qui est en foncé, gris foncé noir, là. Tout ce qui est en gris, on voit qu'on a des grains équiaxes. Donc ça, c'est des grains qui sont recristallisés. C'est des grains qui se sont reformés. Comme on est dans le domaine de mise en forme à chaud, ben, ça veut dire que le mécanisme, en plus de déformer le matériau plus facilement, on a des mécanismes de recristallisation qui se produisent en même temps, de telle sorte qu'après déformation, on obtient des grains qui sont équiaxes. En fait, c'est des nouveaux grains. Ça n'a rien à voir avec les grains qu'on avait avant la mise en forme à chaud. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'à l'intérieur du matériau, si dans certains cas, on peut avoir des particules qui sont ce qu'on appelle des inclusions. Par exemple, dans les aciers, on peut avoir des inclusions de sulfure de manganèse, MnS. Donc, ces sulfures de manganèse, à haute température, ils ont la particularité d'être déformables. Donc, c'est des particules. On peut voir ça comme étant quelque chose de nuisible dans le matériau, mais ces particules, lorsqu'on les déforme à chaud, vont tendre à s'allonger dans le sens de la déformation. Alors ici, ce serait par exemple le genre de microstructure qu'on obtiendrait dans un procédé de laminage. Donc dans un procédé de laminage, si je fais un petit dessin rapidement, si on a par exemple deux rouleaux, donc qui tournent dans cette direction, on entre avec une tôle, disons, une plaque qui aurait à peu près cette épaisseur, et à la sortie des rouleaux, on a cette épaisseur ici. Donc, on voit qu'on a une réduction d'épaisseur de la plaque dans le procédé de laminage. Donc, laminage, ce que ça veut dire, c'est mise en forme entre des rouleaux. Alors, dans un cas comme ça, ben, ici, on pourrait avoir des inclusions qui sont sphériques comme ça, et ces inclusions, après la mise en forme par déformation plastique, donc après être sorties des rouleaux, vont être allongées dans la direction du laminage, donc dans la direction de la déformation plastique, et c'est ce qu'on voit ici sur la diapo. Ce qu'on voit aussi, c'est dans certains cas, on peut avoir des inclusions qui sont fragiles, donc qui ne se déforment pas à haute température, par exemple des oxydes d'aluminium, ou des oxydes de silicium, par exemple, vont se retrouver dans le matériau. Et ça, c'est des inclusions qui sont fragiles. Et lorsqu'on va déformer le matériau plastiquement, ces inclusions vont se briser en petits morceaux. Et donc, les petits morceaux ou les fragments vont s'aligner aussi dans le sens de la déformation. Donc, ce qu'on voit ici, les petits points qui sont alignés ici et là, ça vient d'inclusions qui sont plutôt fragiles. Et ça aussi, ça tend à s'aligner dans le sens de la déformation. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une texture morphologique.
c'est-à-dire que la forme de la microstructure est alignée souvent dans les directions de mise en forme par déformation plastique. Alors ça, c'est ce qu'on appelle aussi le phénomène de fibrage. Ça, dans certains cas, on est capable de voir ça à l'œil dans un matériau quand on observe une pièce qui est attaquée chimiquement là, de façon appropriée. On est capable de voir ce phénomène de fibrage. Donc, c'est un peu comme si ça a une texture un peu comme si c'était du bois, donc avec des fibres alignées dans le sens de la déformation plastique. Par contre, on doit retenir que les grains, eux, sont recristallisés, sont complètement reformés et ils ne sont pas écrouis. Si on regarde à l'intérieur de ces grains, on va avoir des densités de dislocation qui sont très, très faibles. Donc, ils ne sont pas écrouis, ils demeurent encore très, très ductiles après la mise en forme à chaud. Lorsqu'on fait la mise en forme à froid, ben là, c'est très différent. Lorsqu'on fait la mise en forme à froid, d'abord, si on regarde au niveau des grains, ben les grains, ils ne sont pas recristallisés. Donc, on va avoir des grains qui sont déformés et qui sont écrouis. D'abord, à l'échelle, on pourrait appeler macroscopique. Ici, on voit sur les images du haut le matériau, donc de quelle façon il évolue à partir de l'état recuit. On voit qu'ici, on a des grains qui sont plus ou moins équuiaxes, donc plus ou moins les mêmes dimensions dans toutes les directions. Ici, vous voyez l'échelle. Ça, c'est une échelle de 100 microns. Ça, c'est 1/10 de millimètre. Donc, ici, c'est quand même des grains qui sont petits. Mais lorsqu'on fait la mise en forme à froid, donc imaginons qu'on veut laminer ce matériau, on le passe entre des rouleaux, on diminue son épaisseur, on va allonger le produit à la sortie. Bien, ce qu'on va observer en mise en forme à froid, comme il n'y a pas de recristallisation, on va observer un allongement des grains. Ce qui n'est pas la même chose en mise en forme à chaud. Ici, on va observer des grains qui vont s'allonger dans la direction du laminage. Et plus la réduction d'épaisseur est grande, plus la déformation plastique va être grande, plus cet allongement de grains va être important. Donc, les grains vont devenir de plus en plus allongés dans la direction de la déformation. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle une texture morphologique. Okay? Ça change la forme des grains. Et évidemment, on comprend qu'ici, si on fait un essai de traction dans la direction, si on prend une éprouvette, par exemple une tige, et on fait un essai de traction dans la direction de laminage, on ne va pas obtenir les mêmes propriétés que si on fait un essai de traction dans la direction perpendiculaire. On va obtenir des propriétés très, très différentes. Et ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'anisotropie. Okay? Donc, lorsque les propriétés mécaniques d'un matériau sont différentes selon la direction avec laquelle on les teste. Ici, ce qu'on regarde à l'intérieur des grains, donc à une échelle beaucoup plus fine, et ça, c'est ce qu'on voit dans la rangée du bas ici. Là, on est capable de voir les dislocations. Ici, les dislocations, on ne voit pas ça à cette échelle-là. Il faut aller en microscopie à transmission, donc c'est des techniques d'observation qui sont très, très différentes. Mais à l'intérieur d'un grain, donc on voit l'échelle ici. Là, ici, on est 1/2 micron en termes d'échelle. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus petit que ça. Ici, c'est 200 fois plus petit, en fait. Donc, ou 200 fois plus gros, si on veut, un grossissement de 200 fois plus grand. Et là, on voit à l'intérieur du grain la présence de dislocation. Donc, dans un matériau, ce qu'on appelle recuit ou recristallisé, des dislocations, il y en a toujours. C'est un défaut qu'on ne peut pas éliminer. Il y en a toujours une certaine quantité. Mais un matériau qui en contient très, très peu, ça ressemble à ça. Donc, on est capable de voir les dislocations ici individuelles là, qui ressemblent un peu comme des cheveux à l'intérieur du matériau. Maintenant, lorsqu'on écrouit le matériau à ce niveau-là, bien là, on voit que la quantité de dislocation, elle a augmenté. Là, ici, on est dans le domaine de l'écrouissage. En écrouissage, on augmente la quantité de dislocation, on augmente aussi le durcissement. Et donc, on voit que les dislocations vont se multiplier. Et en fait, les dislocations vont tendre à se former des paquets comme ça. Si on déforme encore plus, donc à l'échelle de la troisième étape qui est ici, bien, on voit qu'il y a des zones à l'intérieur du matériau qui sont peu écrouées, mais on a des parois ici qui sont très, très écrouées, dans lesquelles il y a beaucoup, beaucoup de dislocations. Et même, c'est au point où c'est plus difficile à les discerner, là, tellement il y en a qui sont mêlés et qui sont, en fait, qui interagissent les unes aux autres. Alors ça, c'est typique de ce qu'on va obtenir dans un matériau écroué. On a mentionné quand on fait un traitement quand on fait un recuit
On avait parlé de ça donc aussi à l'unité 6. On a vu que dans ce cas-là, là où on a des parois comme ça, où on a des fortes densités de dislocation, dans un recuit de recristallisation, ça va former des nouveaux joints de grains. Et donc, ça permet de former, après un traitement de recuit de recristallisation qui a pour effet d'éliminer l'effet de l'écrouissage, ça a pour effet de reformer des nouveaux grains à l'intérieur du matériau, des grains recristallisés. Et aussi, c'est des grains plus petits, donc qu'on va observer dans le matériau. Donc, ce qu'on retient des microstructures d'écrouissage, donc à froid, et des microstructures de corroyage mises en forme à chaud, c'est l'effet d'une texture, donc morphologique. On change la forme de la microstructure et des grains. On vient de parler rapidement de la restauration, et surtout plus de la recristallisation. Donc, on montre ici de quelle façon maintenant les propriétés vont évoluer à l'intérieur d'un traitement thermique ce qu'on appelle un recuit, soit de restauration ou de recristallisation. On se rappelle, la restauration, c'est lorsque dans la première étape, on va former des assemblages de dislocation. On n'élimine pas nécessairement les dislocations, mais on les réorganise dans une structure qui a une énergie plus faible. Et par la suite, en recristallisation, on va former de nouveaux grains à l'intérieur du matériau. Alors ici, on a un diagramme qui est relativement complexe. Il y a beaucoup d'informations sur ce diagramme-là. On va le parcourir doucement. Donc l'échelle horizontale ici, c'est une échelle de température. Donc c'est la température de recuit, dépendant de ce qu'on veut faire à l'intérieur du matériau, dépendant de la gamme de température. Ici, ce qu'on montre, c'est l'évolution de la microstructure en fonction de cette température de recuit. Donc, tout ce diagramme-là, ici, on va prendre pour hypothèse que le recuit, je vais aller avec cet outil-là maintenant, on va faire l'hypothèse que le recuit, on le fait pendant une durée d'1 heure. Donc, pendant 1 heure, on fait un recuit à différentes températures et à quoi ressemble la microstructure. Donc, dans le diagramme qui est montré ici, ça correspondrait au cas d'un laiton, par exemple, un alliage de cuivre. On voit que lorsqu'on est à basse température, donc entre 100 et 200 degrés, on voit que la forme des grains, donc les grains, par exemple, qui seraient écrouis, donc c'est des traitements thermiques qu'on fait après écrouissage, les grains écrouis ne changent pas. On voit encore les grains qui sont présents dans le matériau. Les grains sont allongés dans la direction de la déformation plastique. Et tout ce qui est hachuré ici, on peut, à l'intérieur de ces grains, on peut associer ça à la présence de dislocation. Donc, dans cette gamme de température pour le laiton, on va avoir ce qu'on appelle un recuit de restauration. C'est-à-dire que les dislocations, on ne les élimine pas nécessairement, mais on les réarrange. On ne diminue pas la densité, on a un réarrangement surtout. C'est la raison pour laquelle, dans cette gamme de traitements, on voit que la limite d'élasticité et la résistance à la traction varient peu. On a une faible variation de ces valeurs de propriété à l'intérieur du recuit de recristallisation, de restauration. Maintenant, si on fait le recuit à des plus hautes températures, et donc ça, ce serait par exemple la gamme entre 200 et 500 degrés Celsius ici, on voit que dans les basses températures, on commence à voir apparaître des grains recristallisés ici. Donc, les petits grains qui sont montrés ici, donc il y a encore les grains qui sont allongés, mais on commence à voir des grains recristallisés au sein du matériau. Et donc, si on fait le traitement à un peu plus haute température, donc autour de 500 degrés, bien, on voit ici que dans cette gamme-là, on a entièrement des grains recristallisés. Et donc, quand on est capable d'obtenir une structure entièrement recristallisée en 1 heure, ça correspond à la température de recristallisation. On le voit ici au niveau des propriétés mécaniques. Le phénomène de recristallisation a pour effet d'éliminer les dislocations. Ça veut dire qu'on élimine le durcissement du matériau. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans cette zone-là, on a une réduction de la limite d'élasticité. Et éventuellement, cette limite d'élasticité, la vitesse avec laquelle elle décroît devient un peu plus lente, ça correspond au moment où le matériau est entièrement recristallisé. Là, il n'existe plus de grains écrouis à cette étape-là.
Ici, c'est important de noter qu'en même temps qu'on réduit la limite d'élasticité, on augmente la ductilité du matériau. La ductilité augmente d'une façon importante pendant un recuit de recristallisation. Qu'est-ce qui se produit maintenant? Je vais revenir ici. Qu'est-ce qui se produit maintenant si on fait un traitement thermique à des températures plus élevées, disons 600 ou 700 degrés Celsius pendant 1 heure? Bien là, on est dans une gamme de températures où on va observer la croissance de la taille des grains. Donc, les grains recristallisés qu'on a formés ici, éventuellement, on va avoir une augmentation de la taille des grains aux plus hautes températures. Ça, c'est ce qui est montré sur le graphique du bas ici. Et ça n'a de sens que lorsqu'on est dans les hautes températures. À basse température, ici, à 200-300 degrés, on ne peut pas avoir augmentation de taille de grains. Ça se produit à plus haute température. Et ça, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on augmente la taille de grains, on a quand même une diminution, on continue à diminuer la limite d'élasticité. Et ça, c'est le phénomène de Hall-Petch. On se rappelle que lorsque les grains sont plus grands, ils sont plus gros, il y a moins de joints de grains, donc il y a moins d'obstacles au mouvement des dislocations. Et donc, dans un cas comme ça, on voit que la croissance de la taille des grains contribue à diminuer la limite d'élasticité du matériau. Habituellement, c'est rare qu'on se rend là. On voit qu'en termes de ductilité, on ne gagne plus rien de toute façon à aller dans cette zone-là. Donc, généralement, quand on fait un recuit de recristallisation, le but, c'est d'obtenir une structure qui est entièrement recristallisée, pas nécessairement d'obtenir des gros grains. Alors, généralement, on va s'arrêter avant ça. Alors, dans les matériaux, pour obtenir cette température-là, ici, de recristallisation, c'est là où on observe que dans les métaux, ça correspond à peu près à un ordre de grandeur qui est 50% de la température de fusion du matériau. Et donc, il faut bien comprendre ici que dans le cas des matériaux à bas point de fusion, par exemple dans le cas du plomb, dans le cas de l'étain aussi, c'est un peu la même chose, c'est des métaux à bas point de fusion. Lorsqu'on est à 50% de la température de fusion, c'est en bas de la température ambiante. Donc, lorsqu'on déforme du plomb, par exemple, à température ambiante, on est dans un domaine de déformation à chaud. Ce n'est pas nécessaire de chauffer le matériau, donc ça dépend de la température de fusion du matériau. Et ce n'est pas une valeur universelle pour tous les matériaux, évidemment. Alors ici, on voit ce qu'on appelle les processus dynamiques. Donc, quand on fait du laminage, par exemple, à chaud, il y a certains matériaux, évidemment, à froid, on n'aurait pas ce comportement-là, mais dans dans le laminage à chaud, on a au départ des grains de matériaux. On fait le laminage, donc on passe entre des rouleaux, on réduit l'épaisseur entre la sortie et l'entrée, on a une déformation plastique. Au moment où s'effectue la déformation plastique, on va avoir un phénomène de écrouissage, mais comme on est à haute température dans la mise en forme à chaud, on va activer le mécanisme d'adoucissement. Donc, en même temps qu'on augmente la quantité de dislocation et qu'on fait l'écrouissage, on va activer le mécanisme de formation de nouveaux grains, de telle sorte qu'à la sortie, on a un matériau qui soit recristallisé. Donc, en mise en forme à chaud, au moment où on fait la déformation plastique, on a de l'écrouissage et en même temps de l'adoucissement, donc formation de nouveaux grains. Et les grains qu'on retrouve à la sortie, les grains recristallisés, n'ont rien à voir avec les grains qu'on avait au départ. Ça peut être à des positions différentes, ça peut être à des niveaux différents. Et ça dépend en fait de la taille des grains qu'on va avoir ici, on l'a vu tantôt, ça va dépendre du niveau de déformation plastique qu'on va faire subir au matériau. Dans certains cas d'alliage, par exemple dans le cas des alliages d'aluminium, si on fait du laminage à chaud, donc évidemment par rapport à de l'acier pour de l'aluminium, comme la température de fusion est plus basse, ça va être à des températures aussi plus basses, on va voir en fait entre les rouleaux le phénomène de déformation, donc allongement des grains, mais dans ce cas-ci, ce qu'on va plutôt observer, c'est un phénomène de restauration. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de recristallisation, les grains vont demeurer allongés, même si on est à chaud, on n'aura pas de recristallisation. Ce qu'on va plutôt avoir, c'est la restauration, c'est-à-dire
réarrangement des dislocations dans des sous-joints de grains. Mais à l'échelle macroscopique, on va voir des grains qui sont allongés quand même, mais on va quand même avoir un réarrangement des dislocations à l'intérieur du matériau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des processus dynamiques, parce que la restauration et la recristallisation se produisent en même temps que se déforme le matériau entre les rouleaux, donc dans le procédé de laminage dans ce cas-ci. Alors, si on regarde dans le cas du laminage, par exemple, un exemple de texture morphologique, alors ça mène au phénomène de fibrage qu'on a mentionné tantôt. Ça, c'est typiquement le genre de microstructure qu'on va observer dans un acier. Donc, en particulier dans un acier hypoétectoïde. Donc, dans un acier hypoétectoïde, on sait que découlant du procédé de fonderie, de solidification, on va avoir une phase primaire qui va être de la ferrite, la phase alpha. Ça, c'est celle qui est montrée en gris pâle ici, en blanc. Et on va avoir de la perlite. Donc, c'est celle qui est montrée en gris foncé ici. Donc, on va avoir de l'eutectoïde, de perlite, et de la ferrite primaire. Et donc, la proportion de chacune des phases, évidemment, dépend de la composition en carbone. Alors, quand on fait du laminage, dans la direction de laminage, c'est ce qui est montré ici. On voit qu'on tend à aligner les phases perlitiques. Donc, la perlite, qui est en gris foncé, tend à s'aligner comme ça dans ce qu'on appelle une structure en bande. On va former des bandes où on a des bandes riches en perlite, riches en ferrite, etc. Et donc, ça va nous donner une structure. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle une texture morphologique, parce que c'est quelque chose qui est relié à la forme de la microstructure. Et bien sûr, ça va conditionner les propriétés mécaniques qui ne vont pas être les mêmes dans un sens que dans l'autre. Si on teste le matériau en tension dans un sens et dans l'autre, on n'aura pas la même chose. La ténacité ne sera pas la même non plus selon que la fissure se déplace dans cette direction-là ou dans le sens perpendiculaire. On va avoir des ténacités qui vont être très, très différentes. Donc ça, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on veut fabriquer une pièce, c'est important de savoir de quelle façon on oriente la pièce. Si, par exemple, dans une plaque qui est obtenue par laminage à chaud, si on vient découper une pièce ici, la façon avec laquelle on oriente la pièce, c'est important par rapport aux directions de laminage, la direction L ici. T, c'est la direction transverse, et TC, c'est la direction transverse, donc travers court, c'est la direction de l'épaisseur de la tôle. Et donc, on va avoir une déformation qui va être différente là, dans toutes les directions si on fait un essai de traction et qui découle en fait de la déformation plastique du matériau. Encore une fois, ici, une autre indication que c'est de la déformation à chaud. On voit ici que les grains, même si la morphologie, même si la texture est alignée dans le sens du laminage, on voit que les grains ferritiques ici sont équiaxes. Ce n'est pas des grains qui sont allongés. Donc ça, c'est un autre indice, quand on regarde la microstructure, qu'on a obtenu cette microstructure suite à une déformation à chaud. Et si on allait voir à l'intérieur des grains ici, en microscopie à transmission, on verrait que la densité de dislocation est très, très faible aussi. Peut-être un point à mentionner ici, tandis qu'on illustre le procédé de laminage, qui est un des procédés les plus courants là, dans la mise en forme. On peut le faire à chaud et à froid. Donc, dans le procédé de laminage, on voit qu'on a un allongement de la tôle. Donc, ici, on a une déformation réelle dans la direction L, qui va être positive, parce que entre l'entrée et la sortie, la tôle va être allongée. On voit que dans la direction transverse, on va avoir une déformation qu'on va appeler epsilon t. Donc, ici, on parle toujours de déformation réelle, qui est à peu près égale à 0. Pourquoi la déformation est nulle dans le sens transverse? Parce que la tôle ici est en contact tout le long avec le rouleau, des deux côtés. On a une ligne de contact, et cette ligne de contact fait qu'il y a un frottement qui est très, très intense à cette interface-là, de telle sorte que le matériau n'a pas tendance à s'étirer dans le sens de la largeur, dans le sens transverse en laminage. Alors que, évidemment, quand on regarde la déformation dans le sens de l'épaisseur, ce qui est epsilon
travers court ici, donc dans la direction TC. Alors ça, entre l'entrée et la sortie, comme on a une réduction, on va avoir une déformation qui va être négative. Et en fait, quand on dit que la déformation du matériau est à volume constant, la déformation plastique se fait à volume constant, ce que ça veut dire, c'est que la somme de ces trois déformations-là ici est égale à 0. La conséquence d'une déformation constante, c'est que la somme de toutes les composantes de déformation est égale à 0. Comme celle-là est nulle ici, on déduit que la déformation longitudinale, supposons que c'est 0,6 associé à ce processus-là, est positive, la déformation en épaisseur va être égale à moins 0,6. Okay? On va avoir des valeurs égales en grandeur, mais pas en signe pour ces deux déformations-là. Alors ça, c'est une des caractéristiques de la mise en forme par déformation plastique en général. Un exemple d'application de la mise en forme, de l'obtention d'une structure, si on veut, d'une structure texturée, donc d'une structure de bande, dans le cas des boulons qui sont fabriqués en acier. Alors dans le cas d'un boulon, on va fabriquer un boulon de cette façon-là à partir d'un fil, et suite à l'obtention du fil, on va ensuite venir fabriquer un filet. Quand on veut fabriquer des boulons, on va utiliser une méthode de fabrication pour les filets. Il y a différentes façons de faire. Donc, à partir d'un fil qui aurait un certain diamètre ici pour une tige, on peut venir fabriquer le filet par usinage. Alors, par usinage, on va enlever de la matière, de telle sorte que ici, la hauteur, si on veut, du filet va correspondre à la position du diamètre extérieur de la tige. Et donc, on va venir couper la matière. Par enlèvement de matière, en usinage, on va enlever et former le filet de cette façon-là. Si notre fil est formé par un processus de déformation plastique, de telle sorte qu'on a et généralement, c'est la façon avec laquelle on fait les boulons. Le matériau de départ, c'est un fil qui est laminé à chaud, donc qui est produit à chaud. On va avoir une texture telle qu'elle est montrée ici. Donc, alignement, soit des bandes dans le cas des aciers ou des inclusions, dans le sens du laminage ou de l'étirage. Et quand on vient usiner, on vient découper la matière de cette façon-là. Une autre façon de produire des filets, c'est par laminage. Alors, par laminage, ça veut dire qu'on va déformer plastiquement la tige. Alors, ici, on montre un peu l'illustration. Alors, ça consiste à prendre la tige et déplacer les deux matrices ici. Donc, dans ces matrices, on a imprimé le profil des filets qui sont ici. Et donc, on vient serrer entre ces deux matrices la tige, qui est d'abord de section uniforme, et on vient déplacer ces deux matrices, une par rapport à l'autre, de telle sorte qu'on crée une rotation, et on vient former ce qu'on appelle un filet roulé. Donc, c'est un filet laminé, par déformation plastique. Alors, dans ce cas-là, ici, on n'a pas d'enlèvement de matière. La conséquence, c'est que le sommet du filet qui est ici, comme on a des parties qui sont en dessous du diamètre de la tige, on va avoir évidemment le filet qui va être, le sommet du filet qui va être un diamètre plus grand que le diamètre du fil. Donc ça, c'est une conséquence importante des filets laminés. Mais ce qu'on va surtout avoir, c'est autour des filets, si on fait le grossissement au niveau de la texture, on va voir un alignement des inclusions qui va être comme ça. Donc, on va avoir un effet de la déformation plastique de cette texture-là. Et de telle sorte que les inclusions, en fait, et surtout dans les creux qui sont ici, on va éviter d'avoir des inclusions qui sont perpendiculaires à la surface du filet, comme ce qu'on a ici. Donc, le résultat, c'est que d'un point de vue mécanique et surtout en fatigue, l'amorçage de fissures dans des filets laminés va être beaucoup plus difficile que dans des filets usinés. Donc, la durée de vie en fatigue de filets usinés est plus faible. On n'a pas les mêmes propriétés mécaniques. Donc, voilà un exemple où on va exploiter un procédé de mise en forme par déformation plastique pour donner une texture favorable aux propriétés mécaniques, dans ce cas-ci, des propriétés de sollicitation en fatigue.
Un autre exemple de texture qui donne des propriétés mécaniques différentes, qui a un effet sur les propriétés mécaniques, c'est ce qu'on appelle la texture cristalline. Alors, dans un matériau, si on suppose qu'on a un matériau monocristallin, donc un seul grain de matériau, imaginons qu'on a l'éprouvette qui est ici. Donc, cette éprouvette est soumise à un effort de tension, montré par les flèches rouges ici. Et donc, imaginons qu'on a des plans de glissement. Donc, les dislocations vont glisser lorsqu'on dépasse la limite d'élasticité. Lorsqu'on débute la déformation plastique, les dislocations vont glisser sur ces plans de glissement cristallin. Et donc, on voit ici que les plans de glissement forment, la normale au plan de glissement forme un angle θ par rapport à l'axe de mise en forme, l'axe de déformation plastique, de chargement. En déformant le matériau plastiquement, qu'est-ce qui va arriver? Bien, on va avoir glissement, c'est-à-dire qu'on va former des marches comme ça. Il y a des morceaux du matériau qui vont glisser les uns sur les autres. On sait, nous, à l'échelle microscopique, microstructurale, que c'est des dislocations. Les dislocations, lorsqu'elles arrivent à la surface, on forme une marche comme ça. Et donc, d'un niveau macroscopique, on va avoir ce glissement sur les plans qui va se traduire de cette façon-là. Mais au niveau de l'échantillon, au niveau de l'éprouvette, ça a pour effet d'amener une rotation du cristal. Et donc, on voit que la déformation en tension a pour effet de faire pivoter la normale au plan de glissement, d'augmenter l'angle par rapport à l'axe de chargement. Et donc, ça, quand on produit ça, ici, on l'illustre sur un matériau monocristallin, mais en général, ce qu'on va avoir dans le cas d'un matériau polycristallin, un matériau qui est constitué de plusieurs grains, c'est que lorsqu'on déforme plastiquement, chaque grain va se déformer de telle sorte que les plans de glissement vont tendre à s'orienter parallèlement à l'axe de chargement, l'axe de traction. Et donc, si on fait une moyenne avant déformation plastique, tous les grains sont orientés de façon aléatoire, mais après déformation plastique, comme on a cet alignement des grains, bien, on va avoir une orientation préférentielle des grains. Les grains ne vont plus être orientés aléatoirement. Il va y avoir une certaine orientation moyenne des plans qui va tendre à s'aligner dans la direction de chargement. Et ça fait qu'on va avoir ce qu'on appelle une texture cristalline. Donc, c'est à l'échelle du cristal, donc du réseau cristallin, qu'on va avoir une orientation préférentielle. Conséquence, les propriétés mécaniques, selon qu'on les teste dans une direction ou dans une autre, on va avoir des propriétés qui sont différentes. Bon, ça, on peut mettre ça en évidence lorsqu'on fait un essai d'emboutissage. Ça, c'est ce qu'on montre dans l'image ici du haut. Donc, on voit à partir d'une tôle, si on déforme cette tôle-là dans une matrice par déformation, donc c'est la façon avec laquelle on forme des casseroles, par exemple, on peut faire un emboutissage, on voit que le matériau ne se déforme pas de la même façon dans toutes les directions. Alors ça, encore une fois, c'est un phénomène d'anisotropie. La déformation plastique n'est pas la même dans toutes les directions du matériau, surtout un matériau qui a une texture cristalline, et ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de corne d'emboutissage. Un autre phénomène qu'on observe en fonction de l'angle en degrés, donc selon qu'on teste le matériau dans la direction de laminage ou dans la direction transverse, on va avoir un module de Young qui va être légèrement différent. Donc le module de Young n'est pas le même selon qu'on le teste dans une direction ou dans une autre par rapport à la direction de mise en forme du produit. Ici, par exemple, dans le cas du laminage. Donc, on va avoir un module de Young plus grand dans la direction transverse. Et ça, encore une fois, c'est relié au fait qu'on a un arrangement, une orientation cristalline préférentielle dans la structure du matériau. Alors ici, c'est important de bien comprendre dans cette partie de l'unité que lorsqu'on déforme le matériau, que ce soit à chaud et à froid, d'abord, ce n'est pas les mêmes phénomènes qui sont présents. Et de quelle façon la microstructure va être modifiée? On a pris un certain temps pour décrire cette modification de la microstructure. Et maintenant, on devrait être en mesure de décrire de quelle façon cette microstructure va influencer les propriétés des matériaux. Donc, que ce soit les propriétés comme la ductilité, la dureté ou la limite d'élasticité, la résistance à l'attraction, la ténacité aussi.
toutes ces propriétés vont être influencées par la microstructure selon qu'on ait une texture morphologique ou une texture cristalline, une texture orientation préférentielle des cristaux dans ce qui est montré ici. Alors, dans cette deuxième partie de l'unité 9, on a décrit de quelle façon évolue la microstructure. Maintenant, on va faire un pas de recul dans la troisième partie de l'unité et on va décrire de quelle façon, lorsqu'on fabrique des pièces, de quelle façon on réfléchit à la séquence des étapes de fabrication, des étapes de mise en forme, dans ce qu'on va appeler des chaînes de procédés. Donc, on n'ira pas dans la description détaillée des procédés, mais on va décrire surtout l'effet global qui est obtenu à la fin de chacune des chaînes. Alors, rendez-vous pour la troisième partie de l'unité. Merci.